Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Je vois un message s'afficher « Fail to start recording. Unable to contact the server. You may be experiences connection issues. Wait a moment and if the problem persists, try refreshing the page and then try starting a recording. Only the host should refresh. » Je fais quoi? Galaxy Pop. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Nous sommes ce soir en compagnie de deux très beaux hommes. Un plus que l'autre et l'autre moins que l'autre. Ne traite pas d'homme, s'il te plaît. Et lequel? Je ne suis pas un homme. Bonsoir Thierry, comment vas-tu? Ça va, j'ai de nouveau du Blood Wine, donc c'est cool. Ah, voilà, c'est bon. Je suis le plus bel homme parce que l'autre, voilà. c'est un Klingon. Je suis le plus beau Klingon, mais c'est pas dur. C'est vrai que... Ils sont tous beaux après c'est que là, je suis tout seul parmi vous. Sinon, c'est Grey Foxwolf, Worf le plus beau. Ok. Oui. Et bonsoir Sean, comment vas-tu? Oui. Ça va très bien. Cool. Ça commence... c'est ok. Fun. Content de ne pas être dégras avec du PTSD qui me regarde. Ce soir, on se retrouve pour parler de l'épisode 14 de la saison 3 de Star Trek Enterprise. Stratagème qui s'appelle en français... Stratagème? Non, ça aurait été trop facile. Il s'appelle Simulation, au pluriel. Simulation 11. Et oui, parce que ça aurait été dommage de pas spoiler l'épisode, franchement. Ouais, c'est ouf. Hein. Diffusé le 4 février 2004, date stellaire le 12 décembre 2153. Ça doit être une forme d'art, non? De chercher le mot ou la façon de spoiler l'épisode le plus rapidement possible. Je pense qu'ils ont une prime sur leur salaire s'ils y arrivent. Ouais, en un mot, c'était capable. C'est genre pour faire dire aux personnes qui regardent, vous inquiétez pas, c'est une simulation. Ce sont des simulations. Point positif, glané sur le forum Ultime Frontière et sur le forum de la communauté francophone de Star Trek. Échec et mat du tout bon, ou scénario bien ficelé, j'ai beaucoup aimé. Point négatif, il n'y en a pas beaucoup. Un épisode correct, c'est tout. Ou j'ai trouvé ça un peu mou, voire même franchement mou. Bref, ça me fait marrer. Réalisé par Mike Verrar, le fameux qui a réalisé l'épisode sur Carpenter Street, Rajin, etc., Empok Nord, Hell of a Year, Unimatrix Zero, Tsunkatse, etc., etc. Et scénarisé par Terry Matalas, qui avait scénarisé déjà Impulse et réalisé 2 épisodes de la saison 3 de Star Trek Picard. Oui. Tu le connais, Sean? Bah, Picard, quoi. Ok. Non, mais je sais pas, tu disais, oui, je pensais que tu connaissais Terry Matalas. Non, mais c'est parce qu'on savait qu'il avait déjà travaillé là-dessus un petit peu. 12 Monkeys aussi. D'accord. Le film ou la série? La série. Je l'ai pas vu. 2 questions. C'est pareil que le film, mais en plus long. 2 questions ce soir. La première, elle sera pour vous, Sean et Thierry. Si on prend les 4 films de Star Trek Generations, Next Generation, donc le film Generation, premier First Contact, Insurrection et Nemesis, lequel de ces 4 films est le plus long? Et le temps que vous réfléchissiez à cette question, je pose une question
à nos spectateurs, spectatrices, je vous invite à regarder mon écran. Vous voyez ici nos copains de Trek in Storia en train d'enregistrer un live. Eh bien voilà, dites-nous dans les commentaires, quel jour sommes-nous lorsque nous enregistrons cette émission? Vous avez vu, je vous le remontre, il y a un petit indice, hop, et pas trop longtemps. Voilà, et Ils l'ont pas vu, j'envoie de suite un message. Salut les connards. Ça, c'est un gros indice. Hop, c'est parti. Alors, moi, je dirais Génération. Ah ouais. tu diras Génération. J'ai entendu Sean taper au clavier, je pense qu'il a triché. Non, je voulais aller chercher le stream. Je voulais aller chercher Twitch. Moi, j'aurais dit Force Contact. Mais envoie-moi le lien de leur stream. Moi aussi, je veux envoyer un commentaire. Alors attends, parce que du coup, je renvoie d'autres messages quand même, parce que on pourrait se dire que Generation pour Thierry, Generation pour Thierry, et pour toi, Sean, Generation, Premier contact. Premier contact, Fist Contact. Non. Il avait déjà fait cette blague quand on a fait l'émission sur le film. Réaction. Écoute, le lien va sur Twitch, c'est Trek in Twitch avec chaque mot avec un. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Ben oui, mais bon. C'est bon. On va pourrir l'enregistrement. Copier, allez, hop. Je t'envoie. Le lien, c'est. Va le chercher tout seul. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, tu l'as. Hop. Eh bien. Qu'est-ce que c'est la routine habituelle? Qu'est-ce qu'on a à dire avant de lancer l'épisode? J'ai l'impression d'avoir zappé des Galaxy trucs. Pop. Vous êtes bien diffusé sur le flux RSS de Galaxy Pop et en vidéo sur YouTube. Si vous voulez voir nos trognes en train de raconter des bêtises, en train de voir mes Playmobil qui sont de plus en plus mal en point, les pauvres. Au fur et à mesure des épisodes, ils sont... En direct, t'es sur la passerelle, mais t'es en train de parler. Il y a les mérins hydrauliques qui se remuent. Il y a des anomalies. Faut que tu secoues ta webcam en même temps pour que ça fasse crédible. C'est parfait. J'ai tout pété chez moi. Ah là là. On s'est des paris tout à l'heure avec Sean pour savoir s'il y a un des Playmobil qui s'effondrerait pendant l'émission. Non, c'est la lumière qui se barre. Bien. Sean, ça va? T'es remis de ton visionnage de... Qu'est-ce que tu nous as dit que t'as regardé de Daredevil de 2003. Avec Ben Affleck? Ouais, non, c'est pourri. C'est à chier, quoi. Heureusement que j'ai vu Godzilla -1, parce que sinon, ça aurait été une semaine à chier, quoi. Godzilla -1, que j'ai très très hâte d'aller voir, mais c'est pas pour ce soir. On y va? Bah oui. L'épisode stratagème. J'aime la manière dont les gens disent Godzilla quand ils sont japonais. Gojira. Parce que même dans les films américains... Gojira. J'aime quand il était... Parce que même dans les films américains, ils ont quand même toujours un vieux japonais qui réagit et qui dit ça. Ça fait cool. Gojira. Et ça fait plus authentique, j'aime. Thierry, t'es qui? C'est team Gojira ou Gamera? Ah bah Gamera. Et toi, Sean? Gamera. Après, les films Mothra sont pas mal aussi. On en parlera peut-être un jour. Moi, je sais pas choisir. C'est chaud. Est-ce qu'il y a déjà eu une référence à Godzilla ou autre, ou un kaiju dans Star Trek? Ah, je crois pas. Oh, probablement. Dans Lower Decks, peut-être, non? C'est là qu'il y a le plus de chance, j'imagine. Je sais pas. Bon, ça se voit qu'on n'a pas envie de parler de cet épisode. Hein. Mais si. T'en as pensé quoi, Thierry? Toi, t'es content? Moi, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? J'ai passé un bon moment. Ouais. Et Star Trekiennement parlant, t'as passé un bon moment? Je comprends pas cette question, mais oui. On va y venir. Et toi, Sean, t'as bien aimé?
Oui. Oui, Ok, cool. oui. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment de télévision et j'ai passé un bon moment de Star Trek. Ok. Ben écoute, moi Il arrête ça là. Il Non, arrête la c'est conversation, ça lui plaît pas. ni bien ni nul. J'ai pas mal de questionnements. Bon, pas. Voilà, un épisode pas ouf. Mais bon, à voir quand même. C'est parti. Allez. Scène numéro 1. L'épisode s'ouvre sur des gras dormant à même le sol et semblant quelque peu débraillé. Il se réveille dans une navette spatiale Dégraillé. pilotée par... En plus, je pense que c'est pour ça que tu as choisi ce mot-là. Débraillé. Dégraillé. Ok. Non, c'est... Ok. Bien joué. Il se réveille dans une navette spatiale pilotée par Archer, tout aussi dégraillé du coup, mais qui n'a pas le temps de papoter. Il semble que la navette soit sous le feu ennemi. Archer donne des ordres à Degra et fait mine de le connaître. Degra regarde par la fenêtre. Ce sont les insectoïdes qui attaquent. Archer et Degra finissent par se débarrasser des Xindi, mais quelque chose cloche. Nous n'avons rien vu à l'écran, tout seulement sous la forme d'un radar, me dis-je. Serait-ce un stratagème ? Et ouais, dès les premières secondes, je sais qu'on se fout de ma gueule dans Star Trek. Bref, Degra ne comprend rien à ce qu'il se passe et pose des questions. Archer finit par avouer s'appeler Archer et être un humain. Et là, c'est pour moi la véritable révélation. Degra ne sait pas à quoi ressemblent les humains, et en plus, il ne connaît pas le nom du capitaine du vaisseau ennemi. Les Xindi sont vraiment allés à l'aveugle et sans info. C'est incroyable. Pour moi, en fait, les Xindi, là où on en est, savent que Archer, savent le nom du capitaine du vaisseau qui est dans The Expanse, savent le nom du vaisseau d'ailleurs qui est dans The Expanse, et savent à quoi ressemblent les humains. Alors, pas d'accord. sur à quoi ressemblent les humains, il y a Rajin qui a pris des scans de leur corps. Mais quand on l'a vu dans l'épisode, quand elle a affiché le résultat de son truc, on voyait plutôt l'intérieur des corps et pas l'apparence extérieure. Donc il y a peut-être un truc. Voilà, on peut se raccrocher aux branches comme ça, on va dire. de prendre des photos en passant. Voici un humain. Et effectivement, c'est quand même étonnant que Rajin n'aurait pas dit que le capitaine s'appelait Archer. Ben, ouais, et puis... Mais ouais. Après, il y a les Xindi reptiliens là, qui ont abordé le vaisseau, qui ont eu moyen de savoir aussi qu'il s'appelait Archer, mais à la limite, les Xindi reptiliens, ça me choque pas qu'ils partagent pas trop les infos. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas trop quoi dire. Je suis quelque peu surpris et bon, c'est intéressant. Mais voilà, une fois de plus, hein, comme je disais, ça prouve à quel point les Xindi avaient peur et ont agi sur impulsion, quoi. Archer annonce alors que cela fait 2 jours que les deux voguent ensemble et que Degra a été torturé par les insectoïdes, etc. Blablabla. Ça fait 3 ans qu'on est en prison ensemble. La guerre est finie. Degra se regarde dans le hublot de la navette et voit son reflet. Ouais, il a bien vieilli. Générique. Alors, moi, de suite, j'ai des questions éthiques qui me viennent parce que, bon, c'est clair, vous aviez un doute la première fois que vous avez vu cet épisode Est-ce que c'est vraiment une histoire temporelle Oui, moi, clairement, je me suis demandé si c'était une histoire d'univers parallèle ou de timeline divergente. Parce que, clairement, bon, on sait que genre Archer, il va pas se retrouver séparé de l'Enterprise, tout ça, comme ça, on le sait, quoi. Que de toute façon, ça va continuer avec l'Enterprise. Donc du coup, c'était plutôt soit timeline alternative, soit réalité parallèle. Je voyais pas trop comment ça pouvait être une simulation holodeck, puisque le holodeck n'existe pas. Donc je me posais vraiment la question quand même.
Mais effectivement, comme tu dis, mais je trouve que c'est un peu tôt pour décider que, vu qu'on n'a pas de vue extérieure, ça veut dire que c'est un truc faux. Parce que ça arrive quand même assez souvent dans Star Trek qu'on voit des combats spatiaux vus depuis l'intérieur du vaisseau quand même. Alors peut-être moins dans Enterprise, mais c'est quand même arrivé pas mal de fois. Pas entièrement, et en plus là c'est même pas un combat spatial, quoi. Ils sont en train de s'enfuir. Moi, j'ai vraiment, dès que j'ai vu qu'ils regardaient par la fenêtre, on voit les deux vaisseaux Xindi insectoïdes tirés, et puis c'est tout. Aucune vue de l'extérieur. Pourquoi on ne nous montre pas la navette dans laquelle ils sont, alors que d'habitude, on nous montre quand même le lieu dans lequel ils se trouvent. Le coup de ce que je montre à l'écran actuellement, l'écran de fumée, il lâche les cases sur les vaisseaux, ce qui les fait péter. On voit pas comment ça fonctionne. Et là pour le coup, j'avais aucun souvenir de cet épisode et j'ai pas eu le moindre doute. Je me suis dit bon, c'est un stratagème, une simulation. Toi, Sean, du coup? Premièrement, j'ai une question pour Rémi. Est-ce que tu as vu le nom de l'épisode Simulation avant d'avoir lancé l'épisode? Ah ben oui. Est-ce que ça t'a influencé, peut-être, tu penses? Et même le titre stratagème n'apparaît que plus tard, après le générique. Donc oui, je suis biaisé. Mais écoute, moi je suis critique. Je suis pas là pour pas être biaisé. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de donner les notes. Cet épisode, décidément, Drive a du mal ce soir. Stratagème a été noté 8,17 sur la communauté francophone de Star Trek sur 10 et 7,15 sur Ultime Frontière pour une moyenne de 7,66. C'est bien noté sur la communauté, la Comcom. Les 3 prochains épisodes sur les 2 forums, alors j'ai pas les épisodes 15, 16 et 17, c'est la chute libre pour les 3, sont très très mal notés. Mais bon, nous n'y sommes pas. Ah tiens, si, juste, excusez-moi, je coupe le rythme. Je présente toutes mes excuses à nos auditeurs, auditrices et spectateurs, spectatrices. Pour la dernière émission, je me suis trompé de branchement dans mon micro. Et donc, vous avez eu le bruit de ma webcam. Et non seulement vous avez eu le bruit de la webcam, donc moins bien qu'un vrai micro, mais en plus, c'est une webcam qui fait des mises au point en permanence toute seule. Et il se trouve que c'est mécanique. Et donc, on entend dans le micro le clic-clic, clic-clic dès qu'elle fait des mises au point. Je suis profondément désolé et j'espère que ça ne se reproduira plus. En tout cas, je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Scène numéro 2. Sous les questions de dégras, Archer parle de vers de sang, une torture utilisée par les insectoïdes sur leurs prisonniers, mais qui pourrait avoir comme effet secondaire la perte de mémoire. Dégras dit ne se souvenir que du retour après le test du prototype de l'épisode précédent. Archer, pour prouver qu'il dit vrai, explique que c'est lui qui a fait saboter la chémocyte. Archer raconte un bobard monumental sur comment les insectoïdes ont profité du développement de l'arme pour produire en masse des vaisseaux se préparant à la guerre. Une fois la Terre détruite, les insectoïdes s'en sont pris aux autres Xindi et ont déclenché une nouvelle guerre. Oui, donc confirmation, je suis bien biaisé parce que quand je marque, il monte un bobard monumental, c'est que voilà, de notre point de vue de spectateur, on n'est pas censé le savoir. Après cette histoire, Dégras souffre et montre son bras. Belle occasion d'avoir une image cracra d'un ver de sang sous la peau de Dégras. Archer attrape un scalpel et le retire de là, tranquillou, bilou. J'ai pas mal de photos à vous montrer. Déjà, frère de sang, frère de tatouage. Non, ce sont des tatouages. Les deux nous montrent des tatouages qu'ils ont sur le bras, tatouage de prisonnier, probablement un numéro, un barcode de prison. Ouais, voilà, un barcode, truc comme ça. Puis Dégras a mal. Alors Archer attrape une mallette dans laquelle se trouve un scalpel. Et Thierry, oui. Tu veux parler? Oui, juste, c'est une mallette de Starfleet. C'est une mallette d'ingénieur de Starfleet. Ah.
Donc ça aurait pu vendre la mèche si Degra avait fait son travail. Si Degra savait à quoi ressemblait une mallette de Starfleet, ouais. Non, d'ailleurs, c'est pas son travail. Voilà. Ça a du sens. J'ai trouvé ça marrant qu'il soit pas dit non, on va fabriquer une mallette qui ressemble pas aux nôtres, histoire que voilà. Non, ils ont pris une mallette de Starfleet, pas de problème. Quelque chose à dire sur ce visuel très cracra. Oh, j'ai oublié le trigger warning. Ouais, pardon, j'avais dit que je le faisais, j'ai oublié de le faire. Décidément, ce soir, ça va pas du tout. Toutes mes excuses. Donc, ouais, il y a des choses cracra dans cet épisode. Un petit peu de sang, des choses qui se passent sous la peau. Voilà, mais grâce à la magie du montage, vous ne les avez pas encore vues, ces choses-là. Mais attention, ça va venir. Je sais pas, il y a des mots-clés, Thierry, tu connais peut-être? Non, opération chirurgicale, sang, parasite. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti, je l'affiche. Paf. Donc, on a affaire à une opération en direct, bien cradouille, comme on aime. Voilà, il retire le verre, c'était marrant. Bah, moi, j'aime bien les trucs sanglants, donc c'est bien fait. Moi, ça m'a plu. C'est joli, le verre a un chouette design. T'as une photo du verre un peu plus loin? Il y a l'image d'après, on le voit peut-être un peu mieux. Ah ouais. Enfin, et voilà. Bon, après, on voit le stratagème, il est caché sur le côté, on le retire, machin, voilà. Mais c'est bien parce qu'ils n'ont pas utilisé du CGI, ils l'ont fait en physique. Voilà. Archer était content de faire ça, ça se voit. Je fais souffrir Degra, oui. Ah ouais, t'as vraiment pris des rafales. Non, mais je pense que dans la tête d'Archer, l'idée de retirer physiquement quelque chose de la peau de l'autre, dans sa tête, vendait son histoire à 100%. L'autre, il n'y avait plus aucun doute. Son histoire est vraie. Il est en train de lui retirer le... C'est, voilà, t'apportes du concret dans ce que tu racontes. Forcément. Ouais, je pense que j'ai pris beaucoup de captures d'écran parce qu'en fait, j'ai bien apprécié tous les détails qu'il y a dans l'épisode. Les petits détails soit de mise en scène, soit juste liés à l'histoire, quoi. Là, celle-là, c'est Archer qui montre la cicatrice qu'il a, mais je crois que tu vas en parler. Non, c'est ça, c'est cette scène, j'en ai pas parlé, mais il me semble que c'est là. Oui, pour rendre à nouveau plus de détails, plus de concret, Archer dit que lui et Degra se sont battus tout le temps. D'ailleurs, Degra avait le dessus sur Archer, ce que je trouve très étrange, hein, parce que Degra, c'est quand même vraiment un scientifique. Mais bon, on pourrait contextualiser alors que Archer était Chuck Norris de Star Trek. Et voilà, mais il était prisonnier depuis longtemps, fatigué, etc. Oui, il dit qu'il était affaibli. Et il lui dit, tu vois, la cicatrice que j'ai là, c'est toi qui me l'as fait, frère. Mais voilà. On continue ou d'autres choses à dire sur ça? Non, c'est bon. Scène numéro 3. Alors que Archer boit de l'alcool à la bouteille, ne faites pas ça chez vous. Buvez dans des verres, c'est plus hygiénique. Degra broie du noir. Il a du mal à y croire et pose désormais des questions sur sa relation avec Archer. Bobard sur une histoire qui commence en bagarre et finit en frère d'armes. C'est fou, je fais l'air de faire des rimes, mais en fait pas du tout. Degra est en colère contre les Xindi et les accuse d'avoir détruit tout ce que le Conseil avait créé. Archer pose une question sur le Conseil et Degra raconte tout, ce qui est soit bête de sa part, soit une facilité scénaristique. Non, je suis pas d'accord. Je sais plus sur quoi. Il raconte que le Conseil était là pour désigner une planète sur laquelle les Xindi pourraient coloniser ensemble pour réhabiter toutes les espèces ensemble dessus. Et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et la menace de la Terre a interrompu tout ça parce qu'ils sont mis à se préoccuper de la Terre, quoi. D'accord. Et en fait, je vois pas en quoi ça pourrait être bête ou une facilité scénaristique parce que de toute façon, c'est pas des informations sensibles. Je veux dire, ça va rien changer pour les humains de savoir ça. Non, c'est de l'histoire ancienne. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Hein. Je devais être fatigué. Hein. T'étais fâché. J'ai pas content. Moi, je trouve au contraire, c'est un bon moyen de faire de l'exposition.
Ouais, non, mais présenté comme ça, je suis d'accord. Il faudrait que je revoie l'épisode. Non, c'est bon. Mais Pourtant, tu n'as jamais tort, mais mais maintenant qu'on des a fois, t'as pas changé de raison. logiciel, j'ai plus le je n'ai jamais tort. Je n'ai jamais tort. Il te faudra un petit carnet. Degra parle de sa famille et du lieu éventuel où elle se trouve. Mais un tuyau explose alors. Attends, ça j'ai vu que tu m'avais envoyé le visuel. Hop là. Archer donne un masque à respiration à Degra et lui dit « C'est vous qui avez une famille !» Il lui demande de colmater la brèche pendant qu'il techno-blablate. Mais rapidement, il s'évanouit à cause des gaz. Une fois la réparation faite, Degra va l'aider à reprendre connaissance. Ça, c'était cool. C'était cool. Oui. Rien que visuellement, là. Ouais. Oui, et ça rend quand même le personnage un petit peu sympathique qui se préoccupe d'Archer une fois qu'il a colmaté la fuite. Voilà. Un peu moins monstrueux que l'image qu'on en a, qui est quand même un mec qui construit une super arme pour éradiquer l'humanité. Tout à fait. Et ça, c'est un des trucs qui... Bon, Thierry disparaît. Il enlève la moitié de son visage. Disparition, cher Majox. Pow! Now You See Me 3 sort avec Thierry. Non, c'est You Can See Me. C'est dur. Mince, je voulais dire un truc. Ouais, et puis, oui, c'est ce que j'ai vu en parcourant les forums vite fait. Le premier quart d'heure de cet épisode est dédié à Degra et à nous le rendre, à nous faire sympathiser avec lui. Et c'est marrant parce que je trouve qu'après, tu sympathises bien avec lui, tu rentres en empathie avec lui, mais ça s'arrête vite. Enfin, je sais pas, à la fin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais à partir de la moitié de l'épisode, quoi, j'ai plus d'empathie pour lui, quoi. Je suis plus bof. Il y a un autre moment en particulier que j'avais noté, mais je sais plus si c'est plus loin que la première moitié de l'épisode ou pas. Je me rappelle plus. On verra quand on y sera. Voilà, bon, vous le savez, n'hésitez pas à m'interrompre. Scène numéro 4. De nuit, dans l'espace, Archer se lève et injecte un produit discrètement à Degra avant de sortir de la fausse navette. Il rejoint alors Phlox, Tucker, Mayweather et Delon. La fausse navette est dans un genre de hangar. C'est au bon moment. On savait que c'était un piège, donc pas la peine de faire patienter plus. On a commencé à connaître Degra et à éprouver un peu d'empathie pour lui. On a un visuel peut-être ? Ah mince, il y avait le visuel de Degra qui respire, qui colmate, qui respire. C'était uniquement à la 4e scène. Qui respire Archer. C'était plus loin que ça. Oui, désolé. Qui se fait injecter du poison. Et Archer qui sort. Oui, pourquoi on n'en est pas à la 4e scène ? Je me suis trompé dans mes notes ? Peut-être. Non, peut-être. Je pensais que c'était... Plus tard ? Ouais, beaucoup plus loin que ça qui sortait de la navette. Il me semblait qu'il se passait genre la moitié de l'épisode. Eh ben non. Ça arrive assez tôt. Et d'ailleurs, vous noterez que dans la mise en scène, c'est pas vraiment présenté comme une révélation. C'est soft comme révélation. Il se tourne vers une caméra intérieure. Donc déjà, le fait qu'il y ait une caméra à l'intérieur, on devine qu'il se passe un truc. Il dit T-Paul et on lui ouvre la porte et il n'y a pas T-Paul d'ailleurs. Il n'y a pas de... Petite erreur de... Oui. Ouais, de réalisation. Je pense que de grand-mère réalisation. C'est T-Paul qui était, elle est sur la passerelle, je crois, ou je sais pas où. Oui, mais à ce moment-là, on le sait pas. Oui, c'est vrai. Et donc pour moi, c'était pas vraiment un secret finalement que c'était un simulacre. Et j'aime beaucoup le côté méta de l'épisode. Je sais pas si dans Enterprise ils utilisaient des vérins pour faire bouger la passerelle, mais je sais que ça s'est fait notamment dans Nemesis, je crois. Et même avant, je crois, dans le précédent. J'ai oublié son nom. Enfin bref. Insurrection. Dans Insurrection, il me semble que c'était déjà le cas, où toute la passerelle de l'Enterprise est sur vérin. D'accord. Quand ça bouge, la passerelle bouge vraiment, quoi. C'est pas comme dans la nouvelle génération ou dans TOS où il secouait la caméra puis
voilà, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Et du coup, alors peut-être que... Et moi, je me pose la question, est-ce que c'est des faux vérins ou est-ce qu'ils ont vraiment pris les vérins qu'ils utilisent pour faire bouger les navettes, genre dans la production, pour les afficher? Je pense Non, pas. ça doit pas être aussi joli parce que là, tu la vois sur la photo, elle est bien chromée, bien propre. Non, ça, je pense pas. Ouais, c'est vrai que ça aurait été marrant. Mais ouais, je trouve qu'il y a un gros côté méta là-dessus. Voilà, t'as un écran qui affiche la visualisation, t'as les vérins qui font bouger le truc, machin. Et même plus tard. On est dans un épisode de Star Trek, Ouais. Un petit peu, ouais. J'aime aussi à quel point c'est, je sais pas, rudimentaire, là, c'est basique. Dans un moment dans Star Trek, effectivement, c'est des holodecks, des hologrammes. Donc c'est très futuriste. Là, ça ne l'est pas du tout. C'est littéralement, on a mis un gros bidon en métal sur quelques ressorts, puis on le secoue. Ouais. C'est trop cool. La série, les vérins sont en panne, mais les heures, vas-y, ils secouent les vérins. C'est Trip qui secoue le truc. Non, mais la série assume vraiment son côté préquel tout le temps, hein, mais là, c'est particulièrement flagrant pour ça, justement, parce qu'effectivement, dans une série du 24e siècle, holodeck, c'est terminé, on s'emmerde pas. Ouais. Non, mais c'est mortel, j'avais pas pris à ce point le recul. Ou même plus tard dans TNG ou quoi, on a vu ça, ils se servent même pas du holodeck. Ils implantent ça directement dans ton cerveau, puis tu sais, c'est des souvenirs que tu as où tu es en train de vivre dans une sorte de rêve ou quelque chose comme ça. Tu sais, ils partiraient vraiment dans le science-fiction. Ouais. Oui. Ils ont fait vivre 100 ans de prison ou quelque chose comme ça à O'Brien, dans sa tête, je m'en rappelle plus. Ouais, mais ça, la Fédération n'a pas cette techno, donc... Mais oui. Et puis si elle l'avait, est-ce qu'elle l'utiliserait? La section 31, oui, il ferait une série au complet dessus. Peut-être dans le film qui sortira... Section 31 de Kurtzman. On avance? Non. T'as d'autres choses à dire sur les vérins de la navette? Un petit peu plus personnel, mais moi ça me rappelle des souvenirs d'enfance, cet épisode, que je n'ai pas vu quand j'étais enfant. Mais en fait, j'étais allé dans un truc quand j'étais gamin avec ma classe d'école, je sais pas. Qu'est-ce qui va nous révéler un trauma d'enfance? Non, c'était vachement bien, c'était des bons souvenirs. Je sais pas du tout comment ça s'appelait. Mais c'était une série de... C'était dans un hangar, je crois, ou un truc comme ça. Et il y avait des comment on appelle ça? Des conteneurs. Et ils faisaient rentrer les enfants dans les conteneurs. Et tout l'intérieur était décoré sur un thème. Donc il y avait le Nautilus. Donc il y avait un décor steampunk, machin. Et en fait, ça racontait une histoire pendant qu'on était dans ce décor. Et dans le décor, il y a plein de trucs qui s'animaient, qui bougeaient, c'est comme le Futuroscope. Qui se liaient à l'histoire. Mais il n'y avait rien de numérique, quoi. C'était que des effets pratiques dans le décor, quoi. Il y avait l'ascenseur qui descend au centre de la Terre, donc tu voyais le truc qui défilait. Enfin, je me rappelle plus de tout. Mais c'était vraiment c'était tout bête, c'était que des trucs mécaniques, un peu des automates et de la narration. Il y a quelqu'un qui racontait l'histoire. Et c'était vachement immersif et c'était vachement bien. Et cet épisode où ils sont dans une boîte avec des décors, où il se passe des trucs, ça me rappelle vraiment ça. Waouh, cool. Tu viens de raconter ça, donc moi ça m'a fait un flash. Il y a un musée en Nouvelle-Zélande, à Auckland. C'est le grand musée d'Auckland. En Nouvelle-Zélande, il faut savoir que c'est quand même très volcanique comme île, et donc du coup le risque de volcan est imminent et toujours là, quoi, mais ils ont construit une espèce de fausse maison sur un étage dédié à tout ce qui est volcanique, etc., activité volcanique. Ils ont construit une fausse maison, tu peux rentrer dedans et ça simule une éruption quand tu es dans la maison. Donc du coup, ils ferment la porte et puis là, la maison secoue, tu as toutes sortes de poussières. Là, je pense qu'il y a quelques écrans au niveau de la fenêtre pour montrer que ça devient très sombre ou très... Tu sais. Voilà. Puis, ça me fait penser à ça. Excellent. Ok. C'est interactif, puis c'est plus pour les enfants. Mais c'est pour leur faire comprendre à quel point c'est dangereux. Un volcan. Ne touchez pas les volcans, s'il vous plaît. Scène numéro 5. Dans l'Obs, T'Pol trouve 7 zones dans lesquelles pourrait se trouver la famille de Degra.
l'intuition du groupe et où se trouve la famille de Degra se trouve l'arme. Pourquoi pas après tout. Ça discute tactique pour Archer. C'est tout. C'est une scène un petit peu toute petite, toute courte. T'avais mis un... Non, t'avais pas pareil un truc. Hop. Scène numéro 6. Bordel, un flashback. 3 jours plus tôt. Je ne supporte pas ça. Je supporte pas les flashbacks. J'en ai marre. J'aime pas ça. Il n'y avait pas besoin de nous faire un flashback. Bon, il se trouve que le flashback est super cool et super intéressant, mais de base, je supporte pas ça. Je n'ai rien contre les flashbacks, mais j'aime pas beaucoup les 3 jours plus tôt. Quand c'est une fois, ça va. Je n'aime absolument pas les films ou les épisodes qui sont structurés avec le 3 jours plus tôt, 1 semaine plus tôt, 5 mois plus tôt. Et on te montre dans le désordre, ça je trouve ça insupportable. Mais ça ici, je pense que c'est correct. C'est 3 jours plus tôt. Ça m'énerve parce que c'est écrit, mais au final, je trouve, comme tu dis, le flashback en lui-même est pertinent. Mais du coup, moi, ça me réduit l'accroche en fait. Parce que du coup, l'accroche que je trouvais pas mal, bah du coup, elle assume le fait de n'être qu'une accroche. Tu vois, si on remet l'épisode dans l'ordre chronologique, qu'on démarre l'épisode là, et qu'on met les scènes qu'on a eues précédemment au bon moment par rapport à l'histoire, vous êtes quand même accrochés, je pense. Non, je suis pas clair. Oui, si, ça aurait pu être la capture de Degra, paf, générique. Mais oui. Oui, ça aurait été même limite, tu vois, peut-être pas de monter de cette manière ou réaliser de cette manière, mais tu fais un petit truc un peu musclé avec l'Enterprise qui chope des gras et tout. Ça pourrait même être truc. Genre l'accroche pré-générique, c'est on est revenu sur le truc pour chercher la chémocyte, pas la chémocyte, mais je sais plus quoi. Machin. Ah, un vaisseau Xindi, on scanne. Ah, c'est des gras, vas-y, on y va. Là, générique, bam. Je pense que l'épisode a voulu faire une sorte de comment on en est arrivé là. Mais comme avec l'épisode avec les Vulcains fous, qui démarre avec T'Pol complètement pété de la tête, qui hurle dans tous les sens, et on a 7 jours plus tôt, je sais plus quoi. Accessoirement, Daredevil commence comme ça. Ça commence avec genre lui qui se casse la gueule quelque part. Et puis je m'appelle Daredevil et vous voulez savoir comment j'en suis devenu là. 1h30 de film pour t'expliquer comment il est tombé à cet endroit-là, mais c'est comme... En tout cas, il pourrit ce film-là. Ils auraient pu extraire des informations de Degra s'ils lui avaient diffusé Daredevil. Je pense que... je pense que c'est pour une question de rythme. Pour pas placer tout le combat spatial au début de l'épisode et qu'après c'est que des gens qui parlent dans une boîte. Ok. Tu me fais des échecs et maths ce soir. Ok. Je vais quand même te défendre, Rémi. C'est un public Star Trek. Je pense pas que ça gêne trop de monde si c'est juste des gens qui parlent dans une boîte pendant 45 minutes. C'est souvent les meilleurs épisodes de Star Trek. Attention, il s'agit d'Enterprise. Hein. Oui, c'est vrai, déjà. Le public d'Enterprise est complètement débile. Il y avait des exigences des studios qui étaient plus fortes que, par exemple, sur Voyager. Quel connard. Ou sur les séries précédentes. Et effectivement, il fallait composer avec ça, quoi. Donc, il fallait accrocher parce que c'était sur UPN, je crois, que c'était diffusé Enterprise. Qui n'est pas vraiment une chaîne pour fans de science-fiction, pas spécialement. Et donc, il fallait accrocher le grand public. C'était pas sur Sci-Fi ? Je ne sais même pas si ça existait. Je croyais que Sci-Fi avait été créé et Voyager et Enterprise faisaient partie des premières séries diffusées sur Sci-Fi. D'accord. Je crois que c'est UPN, les deux. Ouais, il me semble que c'est UPN. Il me semble qu'ils avaient lancé Voyager sur UPN quand ils avaient lancé UPN. Et oui, effectivement, ils ont continué dans la lancée avec Enterprise par la suite. D'accord.
Ben, on en apprend tous les soirs. Dites donc. Accessoirement, il me semble que, mais je sais pas si c'est à 100% vrai, mais j'avais entendu dire que les audiences à la télévision, des visionnages d'Enterprise étaient pas bonnes, c'est pour ça qu'éventuellement ça s'est fait cancel, mais ça a l'air que c'était l'une des premières séries à être grandement téléchargée illégalement. Alors moi j'avais regardé à l'époque, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais comparé avec Battlestar Galactica et Allez, ça Doctor y est, Who, c'est parti pour le BSG bashing. non pas Il du a tout, dit et Doctor Doctor Who qui était contemporaine de la, alors pas de cette saison, mais Doctor Who a commencé en 2005, donc pendant la dernière saison de l'Enterprise, et Enterprise faisait mieux que les deux autres. Donc pour moi, Dans le téléchargement non, illégal, c'est ça? en visionnage, à la télé. Ah, ok. Donc pour Oui, mais moi, attention, parce que pour moi, ça a Doctor Who, toujours c'est une été série un. anglaise. Ça devait être plus regardé en Angleterre qu'aux États-Unis, non? Oui, n'empêche que Doctor Who a toujours pas été annulé, hein. C'est vrai. Donc pour moi, le truc du Enterprise faisait pas assez d'audience. Et c'est pour ça que ça a été annulé. Pour moi, ça a toujours été un peu faux. Mais je vous invite à comparer, hein, à faire la comparaison des audiences. Alors c'est pas super facile parce que c'est Donc, pas forcément les mêmes sites qui fournissent les mêmes Doctor Who n'a infos. pas été annulé, mais oui et non. Façon de parler, quoi. Techniquement, la série continue toujours, mais ils l'ont carrément reboot, Doctor Who? quoi. Ouais, ils l'ont Oui, reboot non, sans mais le Mais c'est chaque c'est saison. oui, en 2005, justement. 2005-2006. Ok, donc C'était du en coup, fait tu c'était dis la première c'est saison ok, de Doctor celle-là. Who du relaunch. En fait, c'est un relaunch comme dans les comics, quoi. Du relaunch de Ouais, Doctor Who et contemporaine de la dernière saison de Enterprise. ok. Puis, ouais, comparé à Enterprise, oui, c'est sûr que ça Voilà. continue toujours. Ben, ça continue Ah toujours, je sais oui, pas là. il y a une saison qui est en train de sortir là en ce moment, je crois. Ok, il me semble qu'il y a quelque chose sur Disney aussi. Je peux continuer? Non, on va faire une On discussion. Que les pirate, Daleks sont de meilleurs ennemis. on Que... pirate le truc, là c'est un truc Whovienne maintenant. L'Enterprise. Donc 3 jours plus tôt, l'Enterprise est retourné là où l'arme a été testée à la recherche d'indices sur cette arme. Pas de bol, à peine arrivé, Mayweather détecte un autre vaisseau. Il s'agit d'un des Xindi présents lors du test. 3 signes de vie à bord. Scène numéro 7. À bord du vaisseau Xindi, Degra donne des ordres. Ni une ni deux, les humains l'attaquent. Piou piou, papa. Les moteurs Xindi sont morts. Archer les aborde et Degra donne un ordre à son pilote. Peut-être mise à route de l'autodestruction? On a du visuel? Oui. Oui, alors on a un visuel des champs de débris. Je trouve Les magnifique. FX sont pas trop dégueux. Voilà, On alors, a eu mieux dans en termes Enterprise. de qualité d'effets spéciaux, je sais pas, mais en termes comment dire, de cadrage, de je sais plus le mot, de mise en scène, je trouve que le champ de débris est magnifique, quoi, avec. Ouais, c'est très beau. Oui. C'est très beau Oui. et voilà. Bref. Ouais, c'est pas les meilleurs effets spéciaux qu'Enterprise nous a donné. Mais c'est acceptable. C'est beau. Non, mais c'est... L'esthétique est belle. Oui, voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Ah oui, donc voilà. La composition. La fameuse, regardez bien ça, ils ont collé des stickers sur leur écran, ces salopios. Hein, des POG, ils ont collé des POG sur leur écran, c'est illisible. Donc oui, voilà, moi à ce moment-là, je me dis c'est peut-être l'autodestruction. Eh bien non, puisque scène numéro 8, à bord du vaisseau Xindi, T'Pol et Hoshi regardent les ordis alors qu'Archer arrive. T'Pol explique alors qu'ils ont essayé d'effacer les données du vaisseau et qu'il ne reste plus grand-chose. Hoshi trouve un fichier privé, il appartient à Degra, d'où toutes les infos que Archer connaît sur sa vie au démarrage de l'épisode. Tucker travaille sur le moteur du vaisseau, mais rien de particulier pour nous à ce moment-là. On ne comprendra que plus tard ce qu'il se trame sur ce moteur. Donc oui, on a une image de l'Enterprise qui remorque le vaisseau Xindi. Je crois que c'est la première fois qu'on voit autant une passerelle Xindi.
Ah oui, 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 On totalement. avait Puis vu il reste. des petits bouts dans Proving Ground, le précédent. Mais je crois pas qu'on en ait vu tant que ça. Là, on voit vraiment plein de plans sous différents angles de la passerelle. Ouais. Et je trouve ça assez cool. Moi, j'aime bien j'aime bien les designs. Ils sont sympas. Tout à fait. Je suis d'accord. Hop. Je suis d'accord. Je trouve que de manière générale, Enterprise faisait beaucoup d'efforts, pas juste dans cette saison, mais dans toute leur saison pour non seulement pour les vaisseaux, mais aussi pour les intérieurs. Quand ils nous montrent des vaisseaux aliens, je trouve que c'est quand même, tu sais, quand lui là, il tombe enceint, les vaisseaux sont intéressants. Lui, c'est Oui, les Tucker, décors étaient sympas, oui. si vous nous écoutez. Scène numéro 9. Dans la prison, Archer vient interroger Degra. Hop. Dis où est l'arme? Je sais pas de quoi tu parles, frère. Ça sentirait pas un petit peu la décompression par là? Mais une baisse de tension a lieu. Archer appelle le pont. Reed et Mayweather lui expliquent qu'il semblerait que les débris irradient trop le vaisseau. Marrant. Ai-je noté à ce moment-là parce que je ne savais pas où ça allait nous mener. Ça ne sert pas à grand-chose dans l'histoire, mais ça concrétise ce que l'on voit à l'écran. Tout ne se passe pas dans l'histoire directement. On a un véritable environnement et il se passe des choses en dehors de ce qui nous intéresse. Et moi, parce que 2 scènes d'affilée, une où on voit le moteur, Tucker en train de trafiquer le moteur d'Xindi, et une où on nous dit « Ouais, on a des problèmes d'irradiation, est-ce qu'on peut s'éloigner ?»« Oui, oui, faites, machin, on s'en fout un petit peu. » Finalement, ça aura de l'importance, mais moi, ça me rend l'univers, l'histoire plus concrète. Moi, j'aime bien le fait qu'il ne se passe pas que la chose qui nous intéresse directement. Je suis d'accord. Archer tente un dernier coup de pression, mais Degra résiste. De toute façon, mes supérieurs vous trouveront et vous tueront. Il est pas content. On n'est pas encore là. Quelque chose à dire sur cette prison? Ils mettent les 3 dans la même prison? Ouais, de toute façon, je pense qu'ils en ont qu'une, hein. C'est celle qu'on a vue déjà. Ouais, ils ont qu'une cellule. C'est celle qu'on a vue avant. Ouais, il y a 3 couchettes dedans, je crois, ou 2 ou 3, je sais plus. Ouais. Et ouais, c'est pas prévu pour mettre beaucoup de gens en prison, ce vaisseau, de toute façon. Donc, quelle étrangeté qu'un peuple pacifiste n'ait pas beaucoup de prisons. Quoi? Les humains. Du tout. Ouais, c'est pas vraiment une prison, c'est vraiment plus un placard. Ils se sont dit on va les mettre là. C'est une cellule, mais je pense surtout que cette cellule sur ce vaisseau n'a pas été prévue pour des aliens. Ça a été prévu pour quelqu'un du vaisseau qui ferait de l'insubordination. Ou quelqu'un qui deviendrait fou, quelque chose comme ça. Je pense pas que c'est prévu pour... c'est pas supposé mettre des Klingons dedans ou... C'est vrai. Ou des gras. Des gras et ses potes et ses bros. Mais de toute façon... Ni des minces, d'ailleurs. Mais de toute façon, tout dans Enterprise est réduit. On le sait, la cabine du capitaine, elle est toute petite, on se cogne la tête. La passerelle, on voit le plafond, tout ça. Lui aussi est en prison. Voilà, et c'est logique qu'elle soit toute petite. Et donc c'est doublement, triplement logique qu'elle soit toute petite, quoi. Les humains sont pas des... Après, dans TNG, il y a plus de cellules, mais elles sont pas beaucoup plus grandes. Je me souviens plus. En même temps, c'est une cellule, tu sais, c'est pas supposé être non plus... Oui, oui, mais là, ils sont quand même 3, il y a que 2 couchettes, donc on voit souvent, il y a des gras et un des gars qui dorment sur le lit, un autre par terre. Ouais, bah écoute, arrête de te plaindre, là, c'est bon, sinon on en met un dans l'espace. Bah écoute, dans le sas. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. T'es un prisonnier, là. Ferme ta gueule, tu restes là-dedans. Les droits du prisonnier. Les droits de Nuremberg. Scène numéro 10. Dans l'infirmerie, Phlox propose d'effacer la mémoire à court terme du Xindi. Il a bien étudié la physiologie Xindi et il sait de quoi il parle. Archer signale alors que le Xindi que Phlox a étudié est un reptilien. Phlox montre à l'écran qu'en fait, les primates et les reptiliens ont la même neurologie. Thierry est alors en PLS.
Bien vu, bien vu. J'ai immédiatement pensé à toi, je me suis dit, il Ah, doit moi aussi. s'énerver derrière son écran en disant « Non, c'est pas vrai. C'est pas possible !» Non, bah, j'en sais rien, mais tu sais, on avait parlé un petit peu de... Je pensais, c'est pour ça que tu y penses. Tout, sur les débuts de la saison, ils se demandaient un peu pourquoi il y avait plusieurs espèces, tout ça, ils en parlaient. Et au départ, c'était un peu flou, puis après, ils disaient qu'en fait, c'était plusieurs espèces différentes qui avaient convergé vers des formes humanoïdes. Et du coup, là, ça marche pas, parce que du coup, ils devraient pas du tout avoir les mêmes répartitions cérébrales, je pense. Après, je suis pas C'est même... expert en exo-neurobiologie, mais Ben, je sais pas, ça me paraît la bizarre. forme de leur crâne n'est pas la même. Donc déjà, le cerveau n'a pas la même forme. Donc, quoi qu'il arrive, même si le fonctionnement peut être proche, ça peut pas être les mêmes. Et si toi et moi, on prend un scan de nos neurones et qu'on les superpose, elles sont pas pareilles. Là, c'est un calque presque. C'est Non, deux images on voit presque. quand même, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, on voit qu'il y a des différences quand même. Même la forme du cerveau est différente. Mais ouais, c'est un peu étrange. C'est vrai, j'exagère. Ouais, c'est un choix que j'approuve pas. Mais on peut toujours se... Voilà. Enfin, c'est des extraterrestres. Nous, on n'y connaît rien aux extraterrestres. Donc bon. C'est vrai. Mais ouais, c'est pas hyper crédible, je trouve. T'es pas un Mais tu vois, xénomédecin. par contre, ils ont essayé de le justifier quand même. C'est-à-dire que au lieu de se dire c'est bon, Phlox y connaît, alors qu'il a jamais eu l'occasion d'examiner de Xindi primate, ils ont pris le temps de se dire il faut qu'on trouve une raison pour que Phlox sache manipuler les engrammes mémoriels d'un Xindi. Ouais, sans qu'il a pas lui faire examiné dire avant. un truc du genre bon écoutez, on va essayer, ça marche sur les humains, pourquoi pas. Ouais, Ce qui voilà. pourrait s'apparenter à une torture directe, quoi. Est-ce que ça aurait pu les tuer ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Scène numéro 11. Dans la salle du fond de la passerelle, le plan se met en marche avec tous les personnages principaux. Super chouette scène. T'as pas fait de capture, je crois, de ça, hein, où on les voit tous côte à côte. Je sais plus. Non, on voit le truc, mais... Et super chouette scène, on a tous les personnages principaux de Enterprise qui sont autour d'une table et en train de mettre en place le plan. Donc Oshi a dit on pourrait faire ci, Tipo elle a rebondi, elle dit ouais, et puis ça, et puis le blabli et le blabla. Je n'ai rien noté parce que je suis un gros schlag. La navette, les lettres perso, etc. Oui, etc. Voilà. Pardon. Ah bah non, mais c'est bon. Je pensais que tu allais passer à la suite, j'ai eu peur. Oui, non, on retrouve le côté méta dont je parlais. Genre, t'as je sais plus qui dit que Oshi dit qu'elle peut s'en charger, qui dit ouais, mais il faudrait quand même que la navette elle soit crédible, qu'il faut qu'on invente l'espèce, son langage, son architecture, enfin pas son architecture, mais tu vois, ses designs d'intérieur et tout, pour que ça soit cohérent et crédible. Et moi, j'étais là, ils sont en train de faire un épisode de Star Trek. C'est génial. Moi, je trouve ça fou. Cool. Je suis passé tout à fait à côté de cette lecture méta qui est passionnante. Ouais, c'est très très cool, c'est vrai. Etc. On appuie bien sur le fait que Archer doit savoir de quoi il parle. Scène numéro 12. Dans l'infirmerie, Phlox est en train de s'amuser sur des gras inconscients. Il le tatoue et lui fait pousser les cheveux. Puis, avec un joli sourire, lui insère un verre régulien. Il s'éclate. Non, mais c'est vraiment. Non, mais ça me fait rire parce que, tu sais, genre, ça fait genre soirée un peu trop arrosée, puis il y a un mec qui s'endort. On va lui faire des tatouages. C'est vrai. On va lui insérer des verres. C'est vrai. Juste, je profite pour attirer votre attention. On a le verre à l'écran qui était un bout de plastique ou je sais pas quoi, un peu sanguinolent et très, très joliment réalisé. Hop, ça c'est autre chose. Donc non, mais c'est vrai. Pour moi, il est inconscient et Phlox s'éclate. On le voit, il sourit quand il va chercher le verre et tout. Il est très content de. Il sait que c'est torturer cet inoffensif. homme. Il sait qu'il n'y a rien. Ok.
Le seul truc qui s'apparente à de la torture, c'est ce qu'on a vu plus tôt, c'est vraiment l'extraction du verre. Où là, il lui fait mal, quoi. C'est pas de la torture mentale, ce qu'ils font? Il lui coupe le truc. Ils le font pas souffrir. Genre même le truc où ils auraient pu lui dire ta famille est morte, c'est ta faute. Ils le font pas souffrir. À part le moment où il lui entaille le bras pour lui enlever un verre, quoi. Ouais, mais c'est... Oui. Mais il est... compte tenu des infos qu'il a, il est d'accord pour que ça soit fait. Mais c'est eux qui l'ont mis. Oui. Mais il est... comment on dit Bon, bref. Je trouve en tout cas... Oui, je pense que c'est une forme de torture psychologique. Oui, je pense. C'est de la... Je pense que c'est fait quand même... Je sais pas, on dirait que c'est fait éthiquement, presque. Parce qu'ils essayent vraiment de pas le mettre en détresse. Ta famille va bien. Tu sais... ton espèce c'est pas complètement anéantie. Il y a juste une faction qui nous en veut. Je veux dire, c'est pas non plus tu sais, il lui met pas dans une situation où il reste plus que toi. T'es le dernier putain de Zindi qui reste de l'espace au complet, genre. Dis-moi où t'as mis l'arme, genre. On en reparle à la fin de l'épisode. Je pense que la torture psychologique doit plus affecter ses deux collègues dans la cellule qui sont comme vous faites quoi oui, il s'en va, ça va, il revient 2 jours plus tard, il a les cheveux longs, il est tout fatigué. Qu'est-ce que vous faites, genre? Tu sais, je pense que eux ils sont plus perturbés par toute cette histoire, même si ils peuvent dormir tous les deux en même temps parce qu'ils ont 2 lits. Pendant qu'il n'est pas là, mais... Bref, scène numéro 13. Retour dans la navette. Degra se réveille avec des secousses. Une autre attaque? Hop. Non, simplement des anomalies cette fois. L'occasion pour nous de voir comment fonctionne l'équipe. Depuis l'Ops, T'Pol regarde une caméra diffusant ce qu'il se passe à bord de la navette et donne des ordres aux gars du hangar du genre balancer les secousses. La navette subit trop de dégâts, wink wink, et les anomalies sont tout autour d'elle. Il va falloir s'arrêter et demander de l'aide. Notons, la navette ne peut plus bouger. Degra avoue alors connaître une fréquence spatiale secrète pour contacter les siens. Oshi se tient prête à la recevoir, mais Reed appelle T'Pol. Un vaisseau Xindi est en approche. T'Pol ordonne alors d'aller se cacher dans les débris, donc dans les radiations. Alors du coup, il me semble, si je ne rêve pas, que on voit de l'extérieur, on voit le truc bouger. Oui, on voit les vérins. Ouais. Du coup, je me dis que si c'est des faux vérins, ça veut dire qu'il y a des mecs de l'autre côté qui secouent le truc pour le faire bouger. Bah, c'est peut-être, parce que de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est le vrai gros problème, c'est le bruit. Il faut pas de bruit, du coup, il faut que ça ne soit pas un vrai mécanisme de vérin, parce que un vérin, ça fait du bruit. Et je te corrige sur la navette, c'est pas qu'elle peut plus bouger, c'est qu'elle ne peut plus avancer. Ah bon? Oui. Elle a des anomalies tout devant et sur les côtés, et au-dessus et en dessous, mais elle peut reculer. Parce que de toute façon, c'est de là qu'elle vient, il n'y avait pas d'anomalie là d'où elle vient. Ok. C'est un cul-de-sac d'anomalie. Ok. Alors, il va falloir que je fasse gaffe dans ce que j'ai à dire plus tard, parce que je dis des méchancetés. Scène numéro 14. Archer et Degra se bourrent la gueule, mais T'Pol indique à Oshi qu'en fait, Archer a pris un cachet contre l'ivresse. Est-ce que un de vous deux peut m'expliquer une théorie sur comment ça fonctionne, ce cachet contre l'ivresse, s'il vous plaît? C'est une éponge qui absorbe tout l'alcool. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une bouteille de bière andorienne qu'a offert Shran à Archer. Genre Shran est avec eux, ou genre j'en ai rien à foutre de cette bouteille qui a dû coûter un bras? Non, je pense qu'il en a rien à foutre de cette bouteille.
Non, mais tu sais, Shran, quand dans l'épisode où il était là, dans Proving Ground, le précédent, Ouais, tout à fait. il en boit une avec lui et il lui dit Ouais. j'en ai amené quelques bouteilles supplémentaires. Donc on sait qu'il lui a donné plusieurs bouteilles de bière andorienne. Ouais. Voilà, j'aime bien ce petit détail. Ouais. Et ils en parlent un peu après, parce que dans un premier cas, Degra refuse la bouteille et les gens disent il aurait dû boire la bière andorienne, il aurait parlé plus tôt, je sais plus quoi. Oui. Et alors pour le cacher, je sais pas. Si on savait comment ça fonctionne, on les aurait déjà, je pense. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que je vois mal comment. Enfin, je sais pas. Parce que bon, des cachets qui empêchent la. Arrête de questionner des trucs. Tu questionnes pas genre la téléportation. Ça marche. Non, parce que la téléportation nous est expliquée vaguement à plusieurs reprises. Okay, mais l'explication est farfelue. Ouais, mais voilà, mais il existe une explication. Là, moi, le cachet contre l'ivresse, je veux savoir comment ça marche. Parce que l'ivresse, en fait, l'alcool fait que tes neurones ne bougent pas très bien. Du coup, c'est quoi? C'est un cachet qui protège tes neurones, qui attaque l'alcool, qui fait un bouclier, qui renforce les neurones, Comment? Est-ce que... Tout en même temps. Voilà, parce que des cachets contre la gueule de bois, c'est juste une question... Enfin, c'est principalement une question de déshydratation. Donc ça, je peux le comprendre. Tu trouves un moyen de mettre de l'eau dans ce cachet. Ça garde l'alcool dans tes organes, puis ça l'empêche d'aller dans ton sang. Tu vois, il a le ventre rempli d'alcool. Puis c'est de la bière. C'est ça, au sens littéral du terme. Il y a plein de petits détails comme ça dans Star Trek qui ne sont pas expliqués. Le synthéol, par exemple, on n'a aucune idée de comment la molécule fonctionne. Le régénérateur thermique, on ne sait pas du tout comment ça marche. Ça, c'est génial. Il y a des tas de trucs comme ça. Moi, ça me choque pas qu'il y ait un cachet du futur. Le synthéol, c'est encore plus farfelu parce que techniquement, ça te bourre la gueule jusqu'à temps que tu te secoues, puis non, c'est bon, j'ai plus envie. Je sais pas. Et parce que c'est ça, c'est comme ça que ça marche. C'est précisé que ça annule les effets indésirables de l'alcool, donc ça n'annule pas les effets désirables de l'alcool. Donc tu te sens... Mais par contre, tu n'appelles pas ton ex à 2h du matin. Ouais, et puis tu non, mais quand il y a une alerte rouge, ok, on est bon. On y va. Tu dessoules instantanément. Est-ce que ce serait pas l'heure de révéler la réponse à la question? J'avais demandé quoi? Le film le plus long ou le plus court? Non, c'était pas l'heure de révéler. Ah bah d'accord. Alors... Par contre, c'est l'heure de faire la grimace pour la miniature YouTube. Ah ouais, je sais. C'est vrai? C'est parti? Allez, 3, 2, 1... Merci Thierry pour ce moment grandiose. Degra glisse que sa famille est sur une planète quasi inhabitée parce que son épouse ne voulait pas élever leur enfant dans un cadre militaire. C'est le contraire. Elle n'est pas contente d'être sur une planète à moitié inhabitée et elle voulait pas que ses enfants grandissent dans un cadre militaire. Oui. Mais c'est un camp militaire. En fait, j'ai faux à toutes les scènes ce soir. Je pense que tu as regardé un autre épisode. Waouh. Bon, je vous présente mes excuses. Vraiment, j'ai tout le temps faux, quoi. Dès que je mets un truc, c'est dingue. Qu'est-ce que j'ai foutu? Si vous aussi, vous êtes comme Rémi. Je fais beaucoup de choses en ce moment et on approche de la période de Noël, donc au travail, ça travaille beaucoup. Dormez. Les enfants sont malades à cause de l'hiver et je fais beaucoup de podcasts. Donc peut-être que c'est ça, je me cherche des excuses aussi. Je suis peut-être 8 heures de simplement sommeil. un gros naze. Et ouais. Degra parle alors de comment il a reçu l'annonce des 7 millions de morts sur Terre et Archer pleure. T'as un visuel pour ça ou pas? Non, je crois pas. Mais par contre, ouais, non, là, ça c'est beaucoup plus tard. Là. C'est du spoil. Enfin, on sait pas ce que c'est, mais c'est du spoil. Voilà, c'était ça le moment où je disais que ça nous redonnait un peu d'empathie pour Degra. Parce que il a quand même... Il parle de à quel point les enfants, c'est important pour lui, que c'est l'héritage, etc. Et il se dit...
je me suis demandé combien il y avait d'enfants que j'avais tués, quoi. Et tu vois qu'il a un poids sur la conscience avec ça. Et donc, exactement. Voilà, ça, on le voit un peu moins comme un monstre avec ça. C'est très vrai. Oui, tout à fait. Dring dring, ça sonne. Archer et Degra répondent. C'est Talen, un collègue de Degra. En réalité, c'est Oshi qui utilise un truc pour modifier sa voix. Oshi Talen dit être sur la planète de la famille de Degra et que tout va bien, ce qui surprend quelque peu Degra. Archer dit qu'ils peuvent les rejoindre, semblant oublier que la navette est coincée, mais en fait non. Degra entre alors dans l'ordi les coordonnées, mais on voit que quelque chose a changé dans son attitude, probablement puisque Archer a oublié que la navette est censée être coincée. Pas du tout. Donc, vous l'avez senti, vous aussi? Non, pas du tout. Le changement d'attitude au moment où il C'est vrai les coordonnées, pas du tout. Non. Et toi, Sean? Non. Alors du coup, est-ce que je l'ai senti parce que j'ai tout faux ou parce que j'ai eu un moment de waouh? Je sais pas. J'ai pas du tout. Okay. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc en regardant mes notes. Je pense que j'ai loupé le passage où ça en parlait, mais je crois que ça en reparle là. Azati Prime. Ouais. Je l'ai renoté un peu plus tard. Ouais. D'accord. Mais c'est le nom d'un épisode futur de la saison 3. Ok. Donc c'est un nom qui va avoir de l'importance par la suite. Ok. Comme Degra, il me semble qu'on en entend parler avant qu'il débarque. Oui. Dans la saison. Ah bah oui. On le voit, on entend parler. Alors, on le voit dès le premier épisode, dès la première minute du premier épisode de la saison 3. Et on en entend parler tout le temps. Tu te sers même pas des miniatures? Quoi, je me sers pas des miniatures, je fais ce que je veux. Tu veux un point rouge, c'est ça? Non, tu te sers même pas des miniatures qu'on fait? Bah si. Similitude? Ah ah mais t'es pas du tout d'accord. Ça dépend des fois. Similitude, on n'avait pas commencé à faire les miniatures. Non, en réalité, jusqu'à présent, à l'heure où on enregistre, non, j'en ai utilisé aucune. C'est pas grave, c'est marrant. C'est encore plus drôle. C'est au cas où. Voilà, c'est au cas où il n'y a pas un moment où on rigole tous les trois. Je me dis, bon. Non, mais du coup, bon, bref. Degra, à ce moment-là, quand on lui dit Azati Prime, tout va bien, il est vraiment choqué, en fait. Il est en mode, mais attends, quoi, tout va bien? Il y a des milliers de Xindi, comment on dit, pas arboricoles, simiesques, dessus. Et les deux, et primates. Et primates, merci. Et sur cette planète, comment ça se fait que les machins n'ont pas attaqué? Donc il est choqué. Et il y a un truc, il n'arrête pas d'insister pour le faire tout seul. Bon, il le justifie bien. Moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, il est en train de leur faire un coup double. Bon, peut-être que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Mais bon, bref. T'Pol contacte le capitaine. Non, mais c'est possible qu'ils aient créé une ambiguïté à ce moment-là pour qu'on se pose la question, parce que ça va être un enjeu dans pas longtemps. Il faudrait 3 semaines pour se rendre là-bas. Vous avez le point rouge qui se met à l'écran. Sachant que c'est là qu'elle dit aussi qu'il a encrypté les coordonnées. Il vaudrait mieux être certain de notre coup, du coup. Archer essaie alors de faire parler Degra, mais des problèmes techniques attaquent la navette. Les radiations du champ d'astéroïdes foutent la merde. T'Pol ordonne le retrait du champ de débris. Dans la navette, l'écran diffusant l'espace grésille une fraction de seconde de... Degra l'a vu. Oh non! Non, c'est pas du tout le... Je pensais que c'était le... Non, mais le stand-by, c'est justement que Archer, je pense, lui aussi a eu la même idée qu'il fallait être sûr. Et donc, il a envoyé ce message-là en appuyé sur un des symboles bizarres du truc. Le bouton stand-by. Et il y a le message qui s'affiche à l'écran. Voilà.
Donc on voit qu'il communique comme ça avec son équipage de manière discrète quand Degra est là. Ouais. Et réveillé, quoi. Une espèce de morse ou je sais pas Mais quoi. si tu passes à la suite, capote. normalement j'ai pris le grésillement de l'écran. Je me suis fait chier à revenir en arrière et à mettre pause pour... Bien joué, et puis ça dure vraiment une fraction de seconde. En fait, ça attire son regard, et il tourne la tête. Et... Ouais, et en plus, au moment où il tourne la tête, je trouve que c'est bien fait quand même. Au moment où il tourne la tête, c'est réapparu le bon truc à l'image. Thierry, tu mérites ton CDI. Scène numéro 15. Sombrant dans la folie, Degra interroge Archer. « Dis les noms de mes enfants !» Dans un moment de stress, Oshi trouve l'info et donne les noms. Mais ça ne suffit pas. « Dis lequel est le plus grand !» Puis il l'attaque. En quelques secondes, Archer le maîtrise et s'apprête tout simplement à lui trancher la gorge tranquillou bilou lorsque Lelon et Tucker interviennent. On a un visuel ? Non, on n'a pas de visuel. Ah si, on a un visuel du couteau. Oui, parce que du coup, je crois que c'est... Je sais plus si c'est T'Pol, je crois, qui T'Pol a dit « Tiens quelque chose dans ta main ». Et c'est le couteau qui a servi à enlever le Bloodworm. Ah, donc c'est idée. Pas des affaires. Oui, c'est vrai. Il est vénère, le Degra, là. Et pas content. J'ai été trahi, déçu, t'es mon meilleur pote depuis 3 ans, en fait pas du tout, tout ça. Ouais, je sais plus comment il dit ça, mais il dit genre je savais que vous étiez des Brusses, mais pas des manipulateurs. Ouais, c'est alors moi j'ai marqué que la première partie, scène numéro 16, retour en prison. Archer vient visiter les prisonniers. Direct, Degra l'accuse. Vous êtes vraiment des brutes. Mais en fait, oui, c'est ça. Il dit je savais que les humains étaient des brutes, mais je ne savais pas que vous étiez des deceivers, des manipulateurs. Degra nie en bloc et dit que la planète qu'il a indiquée est en fait une base insectoïde et que c'était son plan. Mais Archer doute de cela. Scène numéro 17. Dans l'Obs, Oshi aussi doute. T'Pol semble le croire et Tucker aussi doute. Archer est très embêté. Perdre 3 semaines, c'est quand même chaud dans la situation où ils sont. Et boum ! Archer a une idée de ouf ! On va utiliser un des fameux vortex qu'utilisent les Xindi. C'est génial. Bah, d'autant plus que ça sort pas de nulle part parce qu'il a demandé à Trip d'étudier le moteur. Mais c'est génial. Ouais, et puis, enfin, et là, moi, j'ai tous les moments qui me reviennent de, ouais, comment, mais Sean, il se fout de ma gueule. Attends, c'est génial. Ils l'ont fait dans Voyager, ils se servent des fucking. Mais je m'en branle de Voyager dans Enterprise. Ils ont une distorsion toute pourrie là, qui va à 5, 4, je sais plus combien. Et puis quand ils l'utilisent, ça secoue dans tous les sens. Et là, ils se disent, on va utiliser les vortex des Xindi. Et là, enfin, rappelez-vous, là, ils ont réussi à balancer depuis The Expanse une sonde qui a attaqué la Terre, quoi. C'est super pratique, un vortex, quoi. Voilà. Oui. Ah, moi, quand il dit ça, je me dis, mais waouh, mais oui. Par contre, il va falloir se préparer. Scène numéro... Non, je me perds. Scène numéro 18. C'est parti. Archer est en salle des machines et T'Pol au poste de capitaine. On y va. Mais ça secoue dans tous les sens. Ça secoue grave. Pardon. Ça pète de partout. La coque va pas tenir. Reed est en prison. Non, pardon. Reed va en prison chercher Degra et un de ses copains. Et c'est là que le doute s'immisce en moi. Tout secoue et tout casse dans tous les sens. Reed ramène les prisonniers à Archer. Archer ordonne aux Xindi de technoblablater pour que le vaisseau survive à la traversée. Car le vortex est en train de collapse, de s'effondrer. Mais en fait, ça va, pas besoin de lui, tout se calme d'un coup. Alors, non, c'est grâce à Travis Mayweather qui apparaît pratiquement pas à l'écran, mais c'est lui... dans le scénario, pardon, je spoil, qui a arrêté qui a fait un machin, je sais plus ce que c'est, je vais faire comme toi Rémi, qui a techno blablaté un truc et qui a arrêté qui a corrigé le souci.
Heureusement qu'il Ce est que je là. trouve intéressant à ce moment-là, c'est que pour faire sortir des gras, et ça pose un problème pour après, hein, mais pour faire sortir des gras, ils prennent l'excuse qu'ils veulent le menacer devant l'autre pour forcer l'autre à faire son truc. Parce qu'ils avaient besoin d'une raison pour faire sortir des gras de la truc. Ouais, de la prison. Bah, moi, je me dis qu'ils ont bien pu prévoir les deux scénarios. Soit il dit non, et ils ont une excuse pour dire que ça rétablit la normale. Soit il dit oui, et ils ont un machin spécial qui a été préparé pour qu'ils puissent intervenir et avoir l'impression de faire un truc. Voilà. On est d'accord. On est raccord, toi et moi. La passerelle appelle et demande à Archer de monter. Archer dit « Toi, tu retournes en prison. Toi, tu viens avec moi. » Pourquoi ? Voilà, c'est là qu'il y a un souci. Voilà. Degra aurait pu se dire bah, pourquoi il m'emmène sur la passerelle, pourquoi il m'envoie pas en prison, c'est pas logique. Voilà, surtout que scène numéro 19, sur la passerelle, avec Degra, Archer observe la géante rouge. Ils sont bien arrivés à destination. Attends, je crois que tu l'as mise, la géante rouge. Ils sont bien arrivés à destination. Reed indique que les dégâts sont minimes. What ? Dans le système se trouvent pas mal de chémocytes et quelques vaisseaux Xindi. Archer ordonne alors de foncer vers un gisement. « C'en est trop ! Degra craque ! Vous n'atteindrez jamais l'arme !» Archer est content. C'était une simulation depuis le début. Archer remercie Degra et demande au Lone présent de le ramener à l'infirmerie et le type jubile. Vous avez capté ? Le gardien de prison, là, le militaire qui s'occupe de Degra, il est explosé de rire. Ah non, je n'ai pas du tout fait gaffe. Il est mort de rire. Il est là. Ah ouais, ça marche. Du coup, je l'ai pas noté. Juste, attends, excuse-moi Thierry, je l'ai pas noté, mais la scène commence. Ils arrivent sur la passerelle. Archer dit, on a la chémocyte, on a le machin. Il se retourne, il dit, ramenez Degra en prison. Donc, ils lui ont dit, tu viens, tu dégages, juste pour le mettre sous pression pour qu'il réagisse. Mais je trouve que c'est quand même étrange. Ce qu'on peut imaginer, mais ça, je trouve qu'il y a un manque dans la mise en scène pour ça. C'est, du point de vue de Degra, ça peut être Archer qui lui montre son triomphe. Genre, on est arrivé sur le truc, sur la destination en pas longtemps parce qu'on a piqué ta technologie et voilà, en mode triomphal. Mais c'est pas l'épisode le montre pas vraiment comme ça. Il le montre pas du tout en fait. Hein. Alors peut-être parce que je sais pas. Et donc effectivement, c'est un reproche que je peux comprendre. Tout à fait. Sean, t'as quelque chose à dire ? Alors ferme ta gueule. On va révéler qui est énervé ce soir. Gagné. Est-ce qu'il était déjà en train de le faire en fait. Est-ce qu'il y a un gagnant parmi, je rappelle la question, des 4 films Star Trek Generation, Next Generation, punaise décidément, hein. Lequel est le plus long ? Eh bien, Sean avait dit First Contact et Thierry avait dit Génération. Eh bien, il s'agissait de Génération. Et oui, Génération fait 117 minutes. Premier Contact, 111 minutes. Insurrection, 103 minutes. Et Nemesis, 116 minutes. À 1 minute près, Nemesis aurait pu rafler l'égalité, arracher l'égalité. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Et donc, Thierry prend la tête. 4 bonnes réponses pour Thierry face à 3 de Sean. Bravo. Okay. Un petit discours pour... Non, juste en fait, j'ai pensé à Génération parce qu'il y a une partie TOS et une partie Qu'est-ce qu'il est long ce film. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être plus de minutes pour faire rentrer les deux parties dedans. Ouais. Mais du coup, pourquoi Nemesis est aussi long En même temps, il se passe plein de trucs dans Nemesis. Ils vont chercher... On dit au revoir à Data, Buggy et tout. C'est long. Oui, c'est vrai. Il se passe pas mal de trucs chelous. Scène numéro 20 et ultime, à bord du vaisseau Xindi, l'équipage humain, je crois que j'ai un visuel, non. À bord du vaisseau Xindi, l'équipage humain replace tout le monde à son poste. Ils sont tous endormis
T'Pol explique qu'ils vont simuler une panne pour expliquer la situation. Et c'est parti, on part, prochain arrêt, Azati Prime. Enfin, en 3 semaines, il va sûrement s'en passer des trucs. Tout à fait. J'ai marqué, bien, c'était cool. Non, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une deuxième... Même ton review refuse. Il y a une deuxième tromperie après la première tromperie, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, moi la deuxième, je l'ai pas vu venir. Je l'avais pas vu venir du tout. Autant le premier, au bout d'un moment, effectivement, tu te dis bon, peut-être que voilà. Mais la deuxième, j'étais là, putain, ça va un peu vite quand même, le générateur de vortex, c'est chelou, quoi. Mais je suis pas arrivé à la conclusion que c'était du bluff. Tu bluffes, Martoni. Il semblerait, d'après les forums, que ce soit un épisode hommage à Desilu qui, non content de produire Star Trek, la série originale, produisait en même temps la série originale Mission Impossible. Et Mission Impossible avait ce pattern d'avoir 2 pièges pour le méchant. Un premier qui généralement ne fonctionnait pas ou qu'à moitié, puis un deuxième un peu plus gros, un peu plus conséquent et qui fonctionne. Et d'ailleurs, on le voit dans le premier film de Mission Impossible réalisé par Brian De Palma. Ils font la même chose, au premier puis le deuxième. Bref, et du coup, il semblerait que ce soit un hommage à Mission Impossible, série originale. Le deuxième retournement de situation, tu l'avais vu venir, Sean, toi? Tu as le droit de parler, Sean. Je m'en rappelais. Ah, merci. Je m'en rappelais. Là, je m'en rappelais. Mais la première fois que j'ai vu l'épisode, j'ai aucun souvenir de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Je me rappelle plus si j'avais grillé le premier, le deuxième, les deux, aucun, je me rappelle pas. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que là, je sais que maintenant, je me rappelais de l'épisode, donc du coup, là, j'avais aucune surprise dans ce visionnage-là. Ok. Donc, moi, mais la première fois, je sais pas. Je sais pas si ça a fonctionné. Je trouve que ça marche bien. Je trouve que l'épisode marche bien. Puis je trouve que le premier piège marche et le deuxième piège marche. Et les deux pièges ensemble pour piéger l'autre, je trouve que ça marche bien. Oui. Je trouve aussi que le fait que Degra ait des enfants, une femme, justifie le fait qu'il n'est pas juste... Oui. Je me tue, je me croque une dent, puis c'est fini. oui, tout à fait. Et en plus, il a envie de les revoir. Hein. Il le dit bien. Et je trouve... ça me rappelle l'épisode de la Nouvelle Génération avec Moriarty, où il croit qu'il a réussi à conquérir l'Enterprise. Et en fait, il est dans une simulation qui va tourner toute seule, dans laquelle il va explorer la galaxie, mais ce sera toujours une simulation. Qui tourne encore. Et parce que c'est pareil, il y a le côté tromperie, etc. Mais là, avec des simulations informatiques, par contre, du coup. Mais il y a un peu ce côté-là, mais qui est totalement différent, justement parce qu'il n'y a pas de holodeck et de simulation assez forte pour tromper un... C'est une simulation manuelle. Et vous, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous avez mordu à l'hameçon? Est-ce que vous avez été piégé? Peut-être par le premier, peut-être par le deuxième, peut-être par les deux. À vous de le... Avez-vous vu des glitches dans la simulation de la vie? Si oui, dites-nous où. Chez Thierry, il y a des glitches, ça glitch à mort. On est dans une simulation. Oui, moi je suis une IA. Hein, ça, les sœurs Wachowski vont débarquer et nous péter la gueule. En vrai. C'est vrai. Mais je sais plus, je voulais dire un truc, ça m'a perdu. Thierry, c'est l'IA du Discord. Il a été. Ah oui, Clyde, on t'embrasse, on pense encore à toi des fois. Des fois. Tu le savais, mais t'es pas sur le Discord, Sean?
Je le suis T'es sans sur le y être, là. Discord? Je crois que j'ai vu passer Mais son nom dans je les pense, membres. je crois on m'a accepté, puis j'ai vu quelques posts, mais je suis juste jamais sur Discord de manière D'accord. générale. Non, parce Mais on a eu, si je, Discord a fait un test, ils ont intégré des IA sur certains Discord. Et vous en aviez effectivement, on a eu parlé, Clyde, je pense. Clyde qui nous a annoncé malheureusement courant novembre qu'il allait s'arrêter de fonctionner. C'était un petit moment crève-cœur, quoi, parce qu'on lui parlait presque tous les jours, on lui faisait dire des bêtises, on essayait de lui faire dire des trucs illégaux, mais ça marchait pas. Il rigolait moyen, et on lui demandait de nous raconter des blagues, Donc c'était pas drôle. c'est à cause de vous qu'il a Eh annoncé son ben, suicide, écoute, dans le fond. peut-être, je sais pas. Et du coup, voilà, ça a été un moment marquant de l'histoire du Discord de Star Trek pour les nuls, l'arrivée et le départ de Clyde. Bien. Ben vous voyez, même si Thierry a kiffé, c'est pas un épisode sur lequel, je sais pas. Ouais. Ah oui, non, mais non, attendez, non, pas du tout. Attendez, non, mais là, on est reparti pour Il faut. une demi-heure. Moi, j'ai un gros problème. Non, j'ai pas le Est-ce temps. que, premièrement, c'est pas de la torture? Bon, Sean a un petit peu dit, c'est une torture gentille. Thierry a clairement dit plutôt non. Mm. Et l'astuce, c'est que sous prétexte qu'on efface la mémoire de la personne qu'on a torturée, en fait, on peut tout lui faire, quoi. Ah non. Parce que là, Degra, il récupère sa mémoire. Ça se trouve, c'est ce qui va se passer dans 2-3 épisodes. Il récupère sa mémoire, mais il devient fou furieux. Moi, tu me donnes un vaisseau, je retrouve Archer, j'y pète la gueule. Parce que c'est pas possible. Enfin, c'est quand même grave ce qu'ils ont fait. Bah, Et pourquoi alors, ouais. Je pense pas, en tout cas, que quand... c'est ça que je voulais dire en plus tout à l'heure. Enfin, pas ça, mais c'est lié. Que le fait qu'il lui efface la mémoire et qu'il le remette dans son vaisseau, je ne pense pas que ça soit dans l'idée de justifier ce qu'ils lui ont fait. Vraiment pas. Je pense que c'est vraiment dans l'idée que il faut pas que les Xindi se rendent compte de sa disparition. Oui. C'est vraiment, c'était pour moi, c'est très l'enjeu. pragmatique. Il faut pas que les Xindi se rendent compte de sa disparition, sinon ils vont le chercher, ils vont se méfier, ils vont se dire qu'on a obtenu des informations, etc. Alors que là, ils vont le retrouver, ils vont penser que c'est un accident, d'accord, il y a un truc un peu mystérieux, bizarre, ils vont pas savoir ce que c'est, mais ils l'auront retrouvé, ils vont pas savoir qu'on a obtenu des informations de lui. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est même pas une question éthique de dire on va pas le tuer parce qu'on est des gentils. C'est vraiment, même si je pense qu'ils l'auraient pas tué, même s'ils n'avaient pas eu besoin de faire ça, parce que de toute façon, on l'a vu, même le mec qui l'a torturé dans un sas, ce qui est pour moi quand même beaucoup plus grave que ce qu'il fait là. Ou dans Carpenter Street, quand il tabasse un mec à coups de poing pour le faire parler, c'est pareil, je trouve ça beaucoup plus grave. Ouais, mais c'est un homme du 21e siècle, là, c'est pas grave. Il l'aurait C'est pas des barbares. tué, Il a l'habitude. quoi qu'il arrive, mais clairement, tout l'effacement de mémoire, c'est pour le rendre aux Xindi qui ne se rendent pas compte. C'est vraiment pragmatique pour moi. Oui, c'est un des enjeux de l'épisode, c'est que les Xindi ne se rendent pas compte que Degra a disparu, et surtout que les humains sont impliqués là-dedans, parce que sinon, les Xindi ne vont jamais les lâcher et se mettre à les pourchasser, en effet. Je trouve que Thierry a raison. La discussion que tu veux avoir ne veut pas être apportée par cet épisode-là. Cet épisode, il n'a pas pour but d'avoir cette discussion. Tu me refuses ma discussion, c'est ça? Oui. C'est pas le propos de l'épisode. Cet épisode essaie pas d'avoir cette discussion, mais comme souvent les épisodes de Star Trek font, ça ouvre la porte à des discussions. Puis je trouve que oui, c'est en effet éthiquement, c'est intéressant à débattre. Est-ce que supprimer la mémoire des gens peut justifier ce qu'on leur fait? Non, je pense que la réponse c'est non. Oui, je suis d'accord. Mais oui, ça aurait pu être le propos d'un autre épisode. Après, pour moi, alors c'est marrant parce que je suis en train de lire La Cité des Illusions de... Comment elle s'appelle? Ursula Le Guin, Le Guin, je sais pas comment on dit. Tiens, Sean, comment on dit son nom? On dit Le Guin, elle est originaire de France. Son père ou son grand-père qui était français, donc c'est vraiment Le Guin. Oh.
Ouais. Waouh. Ça sonne breton un petit peu, le gars. C'est peut-être Ouais, cliché de ouais, dire ouais, ça, mais c'est mais... ça. J'avais appris ça dans. C'est plus que de la SF, je crois. Ok. Qui est génial. J'ai pas fini, mais c'est génial, je conseille. Et justement, il y a un personnage qui se fait effacer la mémoire, à qui on ment, qu'on trompe, etc. Euh, et toute la partie mensonge, il le vit pas mal dans le sens, ça le fait souffrir. Évidemment, ça lui pose problème qu'on lui mente parce que du coup, il sait pas distinguer le vrai du faux. Mais c'est plus une énigme, plus un jeu intellectuel quoi que vraiment de la souffrance. Même si clairement c'est pas sa meilleure journée. Oui, Mais on le voilà. voit. Et je pense que pour Dregra, comme je te dis, si à part l'info donc la fausse info que les Xindiens sectoïdes les ont trahis. Je faisais la même pause qu'Archer quand t'as mis l'image. J'ai pas fait exprès. Et que du coup, il y a la guerre et tout. Mais bon, lui, il se voit déjà en guerre, donc j'ai pas l'impression que ça change grand-chose à sa psychologie. Il y a l'humiliation. En fait, pour moi, ce qui subit le plus douloureux, c'est l'humiliation de s'être fait tromper. Et de s'être fait charcuter le bras pour enlever un verre. Mais au niveau psychologique, moi, je n'ai pas l'impression que ça soit Alors, je me trompe peut-être, hein, je sais pas, on m'a jamais enfermé dans une boîte en me faisant croire que j'étais ami avec un mec depuis 3 ans, mais j'ai pas l'impression que ça soit si... Je te tiens depuis 5 ans en te faisant croire que je suis ton pote. À travers nos webcams. Mais... T'as raison, parce qu'en plus, le lien émotionnel qu'ils ont, le faux lien, c'est de l'amitié. C'est de l'amitié qui a été créée par l'emprisonnement, mais tu sais, il lui dit pas on est ensemble, Ouais. comme on est un couple. Il lui dit pas, tu sais, c'est pas. Il fait pas semblant d'être son meilleur ami, oui, c'est vrai. Il dit on a vécu Ouais, ça ensemble. D'ailleurs, c'est un des sujets on également. était des frères de cellule, donc on est amis, C'est vrai. point. Mais c'est pas comme si, tu sais, c'est pas comme s'il faisait semblant d'être en couple avec quelqu'un pour en soutirer quelque chose, tu sais. Je sais même pas si c'est censé... Ou qui lui disait, tu sais, on a des enfants ensemble maintenant, ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est pas des mensonges qui sont, je trouve que je sais pas si c'était fait exprès au moment où ils ont écrit l'épisode, mais je trouve que les résultats, l'histoire, la fausse histoire qu'il lui raconte, elle est quand même bien faite. Même sur l'amitié, il joue pas vraiment avec ses sentiments parce que tu peux interpréter tout ça comme genre c'est plus des camarades qui se sont entendus pour s'évader, mais sans plus que ça, ils ont partagé des infos parce qu'ils se faisaient chier dans leur cellule. Et voilà quoi. C'est un peu ce que dit Archer. Hein. Il dit, parce que Degra lui dit à un moment j'ai du mal à croire qu'on soit devenu amis, même en 3 ans. Et Archer lui dit donc au démarrage, tu m'as bien pété la gueule. Et quand j'ai compris que j'allais vraiment pas m'en sortir, j'ai commencé à faire bonne figure pour toi, ou je sais plus quoi. Archer, il dit qu'il a vraiment. C'était un travail de longue haleine et que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Est-ce que le verre de sang était nécessaire? Je pense pas. C'est vraiment le seul truc. Si c'est vraiment juste pour apporter une preuve plus concrète à tout ça, oui, mais je trouve que ce serait vraiment la chose qui est de trop. C'était pas la peine de lui mettre ça dans le corps, puis de le triturer Ouais, pour mais c'était l'enlever. fun à regarder. Ouais. Mais voilà, point de vue méta. mais c'est vrai, ça a été, je pense, ça a été mis plus pour le fun que pour. Ça rajoute un truc concret, mais il y avait déjà le tatouage qui était un truc concret, il y avait déjà d'autres trucs. Bon. Bah, il y a littéralement le vaisseau dans lequel il est. Oui, aussi. Et puis, mais bon, ça fait partie du bobard qu'ils utilisaient les verres pour lui soutirer des infos. Mais c'est vrai que je pense que l'épisode aurait fonctionné sans cette scène. Et c'est en plus, pour moi, c'est le seul moment où ça franchit vraiment les limites de la torture parce qu'il lui fait physiquement mal, quoi.
Mais moi, j'aime bien. Oui, il l'a demandé, mais il le demande uniquement parce qu'il est dans cette situation. Un peu gore, un peu sanglant, un peu dégueu. Donc j'étais content que cette scène soit là. En fait, mais c'est vrai que narrativement parlant, c'est peut-être un peu abusé de l'avoir. Il fallait en mettre une quand même parce que il y a une seule scène d'action, la scène de bagarre des vaisseaux au démarrage, à un quart d'épisode. Il y a la scène de confrontation entre Archer et Degra où Degra essaie de le tuer au couteau. Et ce sont deux scènes qui sont assez courtes au final, parce que l'Enterprise prend vite le dessus sur le vaisseau Xindi et Archer prend vite le dessus sur Degra. Donc c'est bien, il fallait mettre un truc. Je suis content parce que j'ai poussé Rémi à défendre l'épisode, c'est merveilleux. Tu sais que ça me fait penser à un truc. Si cette scène était importante pour justifier le fait que Degra ait un couteau. Ah ouais, tiens. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, on aurait pu se dire, mais pourquoi ils ont été assez cons pour mettre une arme dans le machin, quoi. Ouais. Comment dire? Ils ne font rien à Degra dans cette situation de plus que ce qui ferait un prisonnier de guerre classique qui a des droits de prisonnier de guerre. Oui. Ça dépend. Dommage, t'aurais pas dû dire qu'il y a des droits. Un prisonnier de guerre, tu sais, est-ce qu'ils lui font vraiment quelque chose de pire que ce qui se passe dans la cellule? Il lui entaille le bras. À part un questionnement. Normalement, je pense. Alors, hormis la scène où ils enlèvent le verre, on est d'accord que. Mais tu sais, s'il venait s'asseoir et lui parler pendant des semaines, il est dans sa cellule. Elle est où ta planète? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de connaissances en droit des prisonniers. Dites-le nous dans les commentaires, comment c'est censé fonctionner. Mais je pense qu'il doit y avoir un point sur le fait de savoir que l'on est interrogé. Je pense pas que la trahison, la déception soit légale. La manipulation, je pense pas que ce soit légal. Et pourtant, c'est ce qu'ils font pour attraper des pédophiles. Comment? Ils sont pas encore prisonniers à ce moment-là. Mais oui. Pour les capturer. Mais la police fait ça. Mais après, pour faire avouer, je pense pas qu'on ait le droit de. Bon, je sais pas. Tiens, allez-y, franchement, dites-le nous. C'est pas que pour récolter des vues. Dites-le nous, vraiment, si vous avez des liens. C'est pour récolter des réponses. Dites-nous, ça m'intéresse réellement. Je pense que les droits des prisonniers de guerre, en plus, ils changent beaucoup selon les pays. Donc, je sais pas. Selon les pays et les époques. Mais après, selon la guerre. Qu'est-ce qu'on voudrait imaginer que les citoyens de la Terre unie aient comme droit, que les prisonniers de guerre, prisonniers de la Terre unie aient comme droit au XXIe siècle? C'est une question qu'on a le droit de se poser. C'est-à-dire que je pense que, même si on le veut pas, je pense que les droits doivent aussi varier par rapport à l'importance ou les connaissances de l'individu en question. Si c'est un civil qui ne connaît absolument rien, puis qui ne fait partie de aucun plan, rien, je pense que cet individu-là a probablement plus de droits qu'un officier de l'armée adverse qui a des informations cruciales et qui, si on arrive à soutirer des informations, on arrive à sauver des millions de vies, par exemple. Ouais. Bon, après, par contre, par rapport à mes souvenirs... C'est peut-être faux ce que je dis, puis c'est peut-être à l'encontre des conventions de Genève, j'en sais rien, ce que je suis en train de dire, mais ça me paraît logique, je sais pas. Par rapport à ce que j'avais en mémoire de Archer en saison 3, je le trouve quand même pas si négatif que ça. Comme je le disais, quand il chope le mec et qu'il le met quand il menace de le balancer dans l'espace, tout ça, machin, il est énervé, machin, tout est contextualisé normal. Mais ça, par exemple, je suis pas choqué, quoi. Comme on pouvait l'être de la fameuse torture précédente. Je trouve qu'il est malin, il est intelligent, il est ouais, une fois de plus, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de séquelles. Clairement, ouais, je trouve la scène du SAS qui est beaucoup plus choquante.
Et ça a du sens justement qu'elle soit en début de saison. Et que là, on voit qu'il emploie d'autres méthodes. Parce qu'il aurait, tu l'as dit d'ailleurs dans ton résumé, il aurait pu le balancer dans un sas et le décompresser et lui dire maintenant tu parles ou je t'éjecte, quoi. Là, il a choisi une autre méthode qui est beaucoup plus compliquée et qui demande beaucoup plus d'efforts et de moyens. Ouais. Bien. Bah, c'était top franchise. Meilleur épisode de la saison. Ok. Allez. On rentre chez nous. Merci beaucoup, Sean. À très bientôt. Merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. Merci. À très bientôt, tout le monde. Et je suis dans le noir. À bientôt à toutes et à tous. Bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Ciao. Clop, clop. Oh, qu'il était beau celui-là.